tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungoli miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala ebongi tosalala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo pembe ya nzoku. Et j'étais très intéressé quand l'unité pédagogique culture m'avait proposé, monsieur le préfet, nous ouvrons notre conférence avec l'intervention. Son nom est là, vous l'avez déjà eu. Et j'étais très émerveillé parce que je le suis à tout moment. Le Congo va être balkanisé ou bien rester notre pays cher, notre nation chère. Et je crois qu'il lutte pour ça. Mais ce qu'il dit, je dis, il n'a peut-être pas le moyen, mais il est en train de sensibiliser le Congo à savoir se prendre en charge. Si nous, aujourd'hui, nous ne nous prenons pas en charge, demain, d'abord c'est vous, hein, nous allons mourir. Les autres vont venir nous diriger. Donc, avec beaucoup d'appétit, je répète, j'accorde la parole au modérateur. La conférence que nous allons suivre en ce moment ici, je crois, le préfet vient de l'annoncer, s'intitule « La balkanisation de la RDC, mythe ou réalité ». Un grand écrivain du siècle il disait « Un peuple sans histoire est un peuple mort ». Et vous devez connaître l'histoire de votre pays. Nous devons connaître l'histoire de notre pays. Si nous ne connaissons pas l'histoire de notre pays, alors ça ne vaut pas la peine de se dire que nous sommes Congolais. Alors, vous me permettez d'abord de remercier tout le monde, chacune, chacun de vous, d'être venu, l'orateur du jour que je vais présenter. Et je voudrais particulièrement vous demander, avec beaucoup d'attention, de suivre cette conférence. L'orateur du jour, celui qui va nous entretenir de cette conférence, s'appelle M. Freddy Mulumba. Ce n'est plus un monsieur à présenter, parce que depuis plus de 5 ans, il anime de grandes conférences dans les universités, dans le milieu intellectuel, dans le place publique, pour essayer de nous faire comprendre l'histoire de notre pays, pas seulement ça, mais aussi l'actualité de l'heure. Pour la brève présentation, M. Freddy Mulumba est gradué en sciences commerciales de l'Institut supérieur de commerce, l'ISC Gombe en sigle, et ensuite licencié de la faculté des sciences politique et administrative de l'université de Mons en Belgique, l'université catholique de Mons. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Pour les quelques publications dans son collectif, dans son actif, M. Freddy a déjà publié La responsabilité des intellectuels dans la crise en RDC, dans un livre collectif, c'est-à-dire un livre qu'il a publié avec d'autres auteurs. Il a publié aussi les projets de la balkanisation ou l'impulsion de la RDC, avec le professeur Kamana, un éminent philosophe de ce pays. Il a publié aussi Les Congos à inventer. Nous allons nous limiter là-bas et tout de suite nous allons lui accorder la parole pour qu'il nous donne l'économie de sa conférence. Oui, monsieur le modérateur, merci beaucoup. Je suis d'abord très frappé. Quand je suis entré ici, j'ai trouvé une école très propre. On ne dirait pas qu'il y a encore des Congolais qui peuvent encore faire mieux. En tout cas, félicitations pour les enseignants, pour les préfets. Et ça nous donne l'espoir. Très souvent, quand on voyage ailleurs, on dit au Congo, là, il n'y a rien. Et les Congolais ont perdu l'espoir de voir ce pays se redresser. Donc, avec votre cas, avec votre école, aujourd'hui, je suis rassuré
que notre pays a de l'avenir. Mais avant de commencer, je tiens quand même à vous remercier de m'avoir invité pour parler devant des élèves. Certains d'ici 2 ans, 1 année seront des étudiants à l'université. Et c'est ça l'avenir du pays. Nous, on prend de l'âge, on tend vers la fin. Il faut qu'on transmette ce qu'on a comme connaissance à nos enfants. Et nos enfants pourront aussi le faire pour nos petits-enfants. Vous m'avez demandé de vous parler de la balkanisation de la RDC, du Congo, mythe ou réalité. Je préfère beaucoup plus parler avec des exemples. Il y a un débat ici chez nous, entre Congolais d'abord, entre étrangers et Congolais. Et il y a certaines personnes qui estiment qu'il n'y a aucun projet pour l'implosion, pour la désintégration de notre pays. J'ai eu la chance d'accéder à certaines informations. Et je peux vous rassurer que les projets existent bel et bien. Et il faudrait que tous les Congolais se mobilisent pour que l'histoire ne puisse pas se répéter. Je ne suis pas le premier à parler de la balkanisation. Pour ceux qui connaissent l'histoire de ces pays, vous avez l'ancien Premier ministre Patrice Emery Lumumba, notre héros national. Il fut le premier à attirer l'attention de tous les Congolais dans les temps, parce qu'il y avait des menaces d'implosion de notre pays. Une implosion qui était soutenue par la Société Générale de Belgique à travers la session katangaise. Et cette menace, donc cette implosion, cette balkanisation a échoué parce que d'abord les Congolais étaient mobilisés et deuxièmement parce que Lumumba est décédé. C'était le prix à payer pour que le Congo soit uni. Donc Lumumba a sacrifié sa vie pour l'unité du pays. Je voudrais vous expliquer comment j'ai découvert ces complots qui tramaient dans des officines occidentales et américaines. J'étais invité par l'OIF, donc la francophonie, c'était au sommet de Québec, en 2008. On nous a demandé d'écrire 2 articles. Il y avait un frère sénégalais et moi, sur ce que la francophonie peut faire pour l'Afrique. J'ai fait mon article pour dire que la francophonie doit intervenir au Congo parce que nous sommes attaqués par un pays anglophone, en l'occurrence l'Ouganda et le Rwanda. Curieusement, l'article n'a pas été publié, mais on m'a payé $200 canadiens. Et j'ai posé la question à la personne, donc au confrère, pourquoi l'article n'est pas sorti dans les journaux Le Soleil? Il m'a dit que l'article sera mis seulement sur le site. Je descends à Bruxelles, je rencontre un Congolais qui est dans les milieux politiques et cela va me dire que le pays est en danger. Il y a des cartes qui circulent. Donc il faudrait que les Congolais se mobilisent. Je descends à Kinshasa, je parle à Modeste Moutinga qui est le propriétaire du groupe de presse Le Potentiel. Il me donne l'autorisation de faire la campagne contre la balkanisation. Donc ça fait aujourd'hui 4 à 5 ans qu'on a fait cette campagne. J'espère aussi que ça a donné les fruits qu'on attendait parce qu'aujourd'hui, tous les Congolais sont moins mobilisés et conscients. Mais il ne faut pas baisser les bras. Donc ce qui est beaucoup plus important ici, c'est que comprennent les causes qui sont à la base de ceux qui tiennent à couper notre Congo. Ils l'ont déjà fait au Soudan. Il y avait un seul Soudan. Vous avez le nord qu'on appelle Soudan et le sud qu'on appelle Sud-Soudan. Donc, selon leurs calculs, les prochains pays, c'est les nôtres. D'où cette guerre qui est à l'Est. Ce n'est pas fait au hasard.
on entretient ce qu'on peut appeler la stratégie du chaos pour qu'on perde des repères et un jour qu'on nous amène un projet qu'on nous impose en disant « vous êtes fatigués, c'est ça la solution pour résoudre la crise congolaise, c'est couper le Congo, 3, 4 ou 5 États. » Et les discours, c'est quoi? Le Congo est grand, on ne sait pas le gérer. Mais ce qu'ils ne veulent pas dire, l'Algérie, l'Amérique, la Chine, c'est aussi des grands pays. Mais pourquoi ils gèrent mieux ces pays, donc les Chinois, les Américains, les Algériens, et pourquoi les Congolais ne peuvent pas gérer le Congo? Cela m'amène à expliquer certaines causes. Ce n'est pas tout, peut-être il y a d'autres qui pourront en venir peut-être après 5 ou 10 ans, donc je vais vous donner une partie des causes. La première cause de ce qui nous arrive, ce sont des mutations économiques provoquées par ce qu'on appelle la révolution numérique, l'évolution de l'informatique, révolution de quoi? De finances internationales. Cette révolution a fait à ce que ceux qui étaient puissants, donc les puissances occidentales, ont perdu une partie du monopole et de l'argent et de la violence. Ils étaient les seuls à dicter, et la Russie dans les temps, à dicter la voie suivie par le monde. Et cela a entraîné un basculement du monde de l'Occident vers l'Asie-Pacifique. Aujourd'hui, les bonnes affaires ne se font plus en Europe, les bonnes affaires se font dans ce qu'on appelle l'espace Asie-Pacifique. Ça signifie l'Inde et la Chine, la Corée du Sud et d'autres pays d'Asie-Pacifique. Et cela a fait à ce que donc, les mutations économiques ont fait à ce qu'il y ait apparition de ce qu'on appelle aujourd'hui les puissances émergentes, ou bien des pays émergents, parmi lesquels vous avez la Chine, vous avez l'Inde, vous avez la Russie, vous avez l'Afrique du Sud, et le 4e pays, le Brésil. Il y en a 5. Mais l'Afrique du Sud, ce n'est pas une puissance. On l'a mise là-bas parce que l'Occident veut avoir le contrôle sur l'Afrique. Donc ce n'est pas un pays qui est plus riche que le Nigeria, mais c'est un pays qui a des relations avec le monde occidental. C'est normal qu'ils sont là pour regarder comment l'Afrique fonctionne. Ces mutations économiques, ces basculements du monde de l'Occident vers l'Asie-Pacifique, a eu un impact sur le contrôle des matières premières, ce qu'on appelle la guerre économique. Donc, comme il y a de nouvelles puissances qui émergent, comme la Chine, elle a besoin du pétrole, elle a besoin de fer, elle a besoin du cuivre pour son développement. Ils sont à la recherche des matières premières. Et la plupart des matières premières se trouvent en Afrique. Il y en a aussi en Russie, mais les Russes protègent les matières premières. Il n'y a que l'Afrique qui ne sait pas protéger ses matières premières. N'importe qui peut venir, quelquefois, les prendre gratuitement. C'est ainsi que l'Occident, voyant perdre la main sur l'Afrique, ils ont créé, je dirais, un peu de guerre pour affronter surtout la Chine. Donc la guerre que nous connaissons aujourd'hui, c'est une guerre économique pour le contrôle des matières premières entre les anciennes puissances occidentales et les puissances émergentes des autres, la Chine et autres puissances qui ont émergé. Et tout se passe en Afrique. Il n'y a pas que le Congo qui est confronté à cette situation. Vous avez le Soudan. Si le Soudan est coupé en deux, c'est à cause du pétrole. Vous avez le Sud-Soudan, c'est une colonie américaine. Ce sont des compagnies pétrolières qui ont la même mise. Ce n'est pas un conflit entre Noirs et Arabes, bien que ça existait. C'est un conflit qui a été provoqué pour barrer la route à la Chine. Et parce que la plupart du pétrole que la Chine, donc, concernant le Soudan, donc l'Afrique, venait du Soudan. Donc la plupart des compagnies chinoises exploitent le pétrole du Soudan, et puis on les exporte vers la Chine. Donc il fallait couper ça. Et les puits de pétrole se trouvent au Sud-Soudan. Vous avez, pour ceux qui sont informés, les conflits entre le Nord et le Sud-Soudan. D'ailleurs, on avait lancé un mandat d'arrêt international contre Béchir. Aujourd'hui, on n'en parle plus. C'est parce qu'il
Il a cédé les Sud-Soudan aux autres, et puis tout s'est tu. Quand je vous parle de la guerre économique, c'est pour que vous compreniez ce qui nous arrive à l'est du pays. En fait, toutes ces puissances, ayant peur que la Chine mette la main sur les richesses du Congo, on a provoqué la guerre, on a armé le Rwanda, l'Ouganda, par l'imitation occidentale, avec le soutien de l'administration Clinton. D'où la guerre de l'AFDEL. Ce n'était pas, je m'excuse d'être un peu très dur, ce n'était pas une guerre de libération en quelque sorte, c'était une guerre économique qu'on utilisait à travers nos frères rwandais et ougandais et autres. Mais la réalité est que ce sont les puissances occidentales, les multinationales, qui veulent mettre la main sur nos richesses, mais en utilisant l'Ouganda et le Rwanda. Au moment où, parce que la guerre a commencé avant Obama, sous Clinton, Obama accède au pouvoir en 2008. Vous connaissez un certain Herman Cohen. Cohen a présenté un plan à Obama pour mettre fin à la guerre à l'est du pays. Et Obama a eu les documents sur sa table. Il y a eu fuite d'informations parce que nous, on a eu l'information grâce à Jeune Afrique. C'est ainsi qu'on a parlé dans le potentiel du plan Cohen, plan de bagalisation. Et Cohen disait quoi dans son plan? Il disait à Obama, l'administration américaine, si on veut mettre la fin à la guerre à l'est du pays, il faudrait que le Kivu et le Rwanda soient sous contrôle, pardon, le Kivu, le nord et le sud Kivu, soient sous le contrôle du Rwanda. Il donne une explication, il dit, c'est parce que du fait que le Rwanda a fait longtemps au Congo, il a créé des réseaux, donc il ne pourra pas quitter facilement le Congo. Dans ces conditions, il faut laisser les Rwandais exploiter, mais payer des taxes, des impôts à l'État congolais. Mais en dehors de Cohen, il y a eu aussi parmi les politiques qui c'est Sarkozy. Je pense qu'il avait fait un discours aussi en disant que le Congo peut partager ses richesses avec le Rwanda. Et nous, à Kinshasa, on avait protesté. Mais comme en Occident, c'est que les politiques parlent, ça ne vient pas nécessairement d'eux. Ça vient des penseurs. Ça vient des milieux d'affaires. Il y a eu deux penseurs, un américain et l'autre sud-africain. Ils ont publié un article que le Congo n'existe plus. Au lieu de tenter de reconstruire ce pays, il faut le couper en morceaux. Ils ont commencé à écrire dans des journaux, dans des revues scientifiques, pour soutenir leur thèse. Il y a eu aussi une autre dame qu'on appelle Marina Hathaway, qui travaille avec l'Institut Cato. Cato, c'est un think tank américain qui s'occupe de réflexion, mais très souvent qui donne des orientations sur la politique internationale. Hathaway est arrivé à une conclusion en disant qu'il faut laisser les Congolais se battre jusqu'à ce qu'ils se fatiguent. Quand ils vont se fatiguer, ils vont accepter les plans. Ce qu'on peut appeler la stratégie du chaos. Donc, Hathaway, le Cohen, Sarkozy, mais aussi les Rwandais. Depuis Mobutu, nos frères rwandais lorgnent toujours sur le Kivu. Dans leur conception, ils estiment que le Kivu fait partie de l'ancien royaume Rwanda. Il y a certains historiens européens qui sont cette thèse. Donc, ce qui explique aujourd'hui, à travers le monde, partout où vous passerez, on vous dira que le Congo est trop grand, il faut le couper en morceaux. Donc, ces causes ne dépendent pas seulement du Rwanda, mais ce sont des causes provoquées par les grandes mutations économiques
issus de la révolution du numérique et de l'informatique. Donc, nous devons nous préparer à résister, mais nous préparer aussi à attaquer. Parce que quand vous résistez, vous finirez par abandonner. Donc, il faut se préparer à résister, mais aussi à attaquer. Mais ce qui est grave dans notre cas, c'est que toutes ces mutations ont trouvé notre État, l'État zaïrois, qui a été construit par le maréchal Mobutu, en pleine désintégration. Donc, il y a eu un vide étatique. Et ce qui a fait que l'AFDEL a eu entré facilement ici avec ses troupes, ce qui a fait aussi que ceux qui pensaient que Mobutu partait, ils se préparaient pour avoir la main sur les matières premières, avec la compagnie Teng Fungurume, qui a signé avec Kabila Père, mais qui est toujours là. En dehors de ces éléments, ceux qui estiment qu'il faudrait couper les pays avec toutes ces causes, je pense qu'aujourd'hui, la meilleure façon de faire pour nous en sortir, ce qui est important, c'est vrai, il y a la dimension historique, il y a des acteurs, ce qui est normal, que les Occidentaux, après avoir décidé de couper l'Afrique en 1885, estiment qu'aujourd'hui, ils ont encore les droits sur nous pour redessiner la carte de l'Afrique, redessiner la carte du Congo. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de s'organiser et de savoir comment s'en sortir. J'ai seulement une proposition de solution. Nous seuls, aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de tenir tête devant toutes ces multinationales, tous ces capitalistes qui estiment que le Congo leur appartient. Il faudrait, si demain, on veut assez qu'on tienne compte, qu'on se place dans cette dynamique, ce que le professeur Obiang appelle la construction d'un État fédéral africain. C'est ça la seule issue, si nous voulons en sortir demain. Si nous comptons seulement sur nous, même sur notre armée, je vous assure, on fera 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans, et nous risquerons de perdre le pays. Donc nous devons d'abord associer les Africains, dans le cadre de l'État fédéral africain, qui est conseillé par le panafricanisme, mais aussi faire le lobbying à l'extérieur. Ce qui est frappant, c'est de voir que à l'étranger, à l'extérieur, dans des grands pays occidentaux, les Congolais, ou bien le Congo, est toujours présenté avec des images négatives. Vous entendrez, les Congolais aiment les femmes, ils aiment la bière, ils aiment la musique, ils ne veulent pas travailler. C'est ça l'idée qu'on a du Congo à l'extérieur. C'est ça l'idée qui conforte certaines personnes, que le Congo est trop grand, nous ne sommes pas capables de les gérer. Donc, il faut un lobbying du côté des Congolais pour redorer l'image du pays. Deuxième chose, il faudrait qu'à l'intérieur du Congo, que les Congolais s'organisent pour créer une masse critique. L'Occident ne comprenne que quand il y a un rapport de force, si vous êtes faible, on vous écrase. Si vous êtes fort, vous négociez. Mais comme nous ne sommes pas armés, notre seule arme, c'est le peuple. Je pense que M. Laurent Désiré Kabila disait, organisez-vous, prenez-vous en charge. On n'a pas d'autre choix. Quelquefois, je vois nos amis qui parlent de développement en disant on vient nous aider pour nous en sortir. Est-ce que c'est normal, quelqu'un qui est venu, qui a fait le commerce d'esclaves, la tête négrière, qu'on a vendu en Amérique, quelqu'un qui a fait la colonisation, la même personne, bien les enfants de ces gens-là, arrivent aujourd'hui pour vous demander de vous développer, vous croyez? Ça pose un problème, la lucidité. Je pense qu'il faudrait libérer l'imaginaire du Congolais, donner confiance aux Congolais. Nous sommes un grand pays, nous sommes un pays riche. Nous avons une mission, c'est de développer l'Afrique. C'est le projet du Congo.
Ce n'est pas un projet que quand je vois beaucoup de politiciens ici, avec des petites tribus, les tribalismes, les clanismes, on n'avance pas. Le Congo a une mission, c'est celle de développer l'Afrique. Le développement du Congo partira d'ici. Il faudrait, vous qui êtes jeunes, que vous soyez conscients de ça. Ce qui se passe actuellement avec les Rwandais, Congo-Brazzaville, ce sont des petits problèmes, ça va passer. Vous devez penser à construire l'avenir. Et pour construire l'avenir, il faut être fier de vous-même. J'ai passé quelques temps en Amérique. J'ai vu des Noirs américains, quand vous parlez avec un Noir américain, vous disent « I'm American ». Et vous disent « c'est ça l'Amérique, this is America ». C'est un Américain noir. Mais quand vous venez chez nous, l'Africain n'a pas confiance en lui, n'est pas fier. L'Africain, le Congolais en particulier, est aliéné. Il faudrait désaliéner les Congolais. C'est ainsi que j'ai parlé avec les préfets concernant le livre de Mabika Kalanda sur la remise en question. Notre difficulté aujourd'hui, nous pensons avec des schémas intellectuels des autres. Il faudrait au niveau de l'enseignement aussi qu'on qu'on introduise aussi des penseurs congolais. Je ne pense pas que parmi vous ici, il y a des étudiants qui ont lu Mabika Kalanda. Qui a lu Mabika Kalanda? La remise en question. Qui a lu? Non, au moins vous êtes âgés. Les jeunes gens qui sont là. Personne, c'est pas normal. Mais quand on va vous demander qui a lu Jean-Paul Sartre, qui a lu encore parmi Gabriel Marcel, vous êtes les premiers à dire oui, on a lu. Mais il faut apprendre à connaître vos propres intellectuels, vos propres penseurs et philosophes. On ne peut pas penser l'avenir avec la pensée des autres. Donc ça, c'est le travail de l'enseignement, c'est le travail des professeurs, donner quelque chose à vos enfants pour libérer l'imaginaire, construire ce que j'appelle quelque chose de combat. Que les gens aient confiance en vous. Quand vous sortez ici, vous dites « je suis congolais, je suis congolaise », il faut que notre pays joue un grand rôle en Afrique, il faut que les Africains, il faut que les Congolais travaillent pour que l'Afrique se développe. Malheureusement, on ne vous donne pas ça, et ceux qui sont malins, ils viennent nous manipuler avec des faux discours, des faux concepts, des fausses théories. Donc le moment est arrivé, pour la première fois dans l'histoire, ceux qui étaient nos bourreaux, l'Occident, a perdu les monopoles et de la vérité et de la puissance. Mais ce qu'il faut craindre, que l'Occident part, demain qu'on voit les Chinois, qu'on voit les Indiens et les Arabes venir encore nous coloniser. Donc vous devez vous armer pour éviter toute domination étrangère. Vous devez vous préparer, vous devez lire, vous devez apprendre. Parce qu'il n'y a que la connaissance qui donne le pouvoir. L'argent vient après. Donc vous devez faire partie des moyens, vous qui êtes jeunes, je parle aux jeunes, ce n'est pas tellement un discours académique, c'est seulement ce qui est important, c'est vous transmettre ce message. Comment faire pour défendre ce pays, pour que demain, qu'on vienne balkaniser le pays par d'autres personnes. Donc, l'avenir du pays est dans vos mains. Donc, j'aime toujours terminer avec la phrase de M. Laurent Désiré Kabila. Prenez-vous en charge. Je vous remercie. Il démontre que cette balkanisation est réelle. Et ce faisant, il dit que la genèse de cette balkanisation commence déjà en 1960 avec le premier ministre Patrice Emery Lumumba lorsqu'il a fait montrer qu'il y avait ce projet de la balkanisation. Et il dit que ce projet est devenu réel dans d'autres pays. Il a cité le Sud-Soudan, l'Éthiopie et d'autres pays. Cependant, le projet de la balkanisation a plusieurs causes. Dans les causes qu'il nous a citées, il y a d'abord les mutations économiques provoquées par les NTIC, donc les nouvelles technologies de l'information et des communications, mais aussi les finances. Les finances. Et par là, il a dit qu'aujourd'hui, les grandes affaires se passent dans l'Asie-Pacifique avec les pays émergents, les pays qu'on appelle généralement en discours politique les BRICS, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et l'Afrique du Sud. Mais il y a aussi la guerre des matières premières, spécialement le pétrole, que
ils sont en train de disputer. Alors à partir de ça, les puissances occidentales ont trouvé qu'il fallait créer des projets comme ça pour barrer la Chine afin de ne pas exploiter ses matières premières. C'est comme ça qu'ils ont créé ces pseudo-guerres de l'AFDEL en 1997, qu'on appelait entre guillemets la guerre de libération. Et parmi les conspirateurs de ces projets, les États-Unis ici en Afrique, mais il y avait aussi les plans de Sarkozy et aussi M. Obama, l'actuel président, pour leur montrer qu'il fallait montrer une stratégie de chaos, laisser les Congolais se débalkaniser le Congo. Et enfin, pour atterrir, M. Freddy nous demande de nous organiser ces solutions. La première, c'est créer l'État fédéral de l'Afrique. Donc, si on crée un État fédéral à l'étranger, que nous pourrons gagner cette guerre. En essayant de vous faire connaître l'histoire de vos pays et aussi à vous demander de vous armer intellectuellement. Conférence, mais je voulais juste vous donner l'économie de ces banquets intellectuels que M. Freddy Mulumba nous a donné ce matin. Vous prenez la parole, vous avez suivi la conférence. Donc vous n'allez pas vous écarter du champ de notre conférence. Vous prenez la parole, ciblez votre question. Alors en ce moment, M. Freddy sera capable de vous répondre avec beaucoup de précision. Kabe Amazela Israël, élève de la 6e année commerciale. Ma question est la suivante. Au début, on nous a parlé de la stratégie du chaos. En fait, je n'ai pas compris quand est-ce qu'on parle de la stratégie du chaos. Bonjour, je me nomme Bakessa Manapopo. Je suis de 6e commercial. Oui. Ce que je voulais demander, à propos du changement de constitution, il y a eu plusieurs débats à propos. On voyait à la presse, il y avait des députés qui étaient pour et qui étaient contre. Maintenant, je voulais en savoir, est-ce que cela peut constituer ou causer la balkanisation? Un peu ça. Je me nomme Falang Agradi de la 6e année scientifique. Ma question est la suivante. Vous avez donné les solutions, j'ai remarqué que c'est plus politique. Les solutions économiques, vous n'avez pas énuméré les solutions économiques pour lutter contre la balkanisation. La deuxième question, c'est qu'est-ce que le gouvernement de la RDC fait pour lutter contre cette balkanisation? Bon, je m'appelle Missia Miosese Dedi de la 6e année scientifique. Ma question est la suivante. Bon, le conférencier a dit que Patrice Emery Lumumba avait déjà dévoilé pour la balkanisation. Bon, ma question est ceci. Pourquoi n'avons-nous pas protégé Patrice Emery Lumumba pour lutter contre la balkanisation? La deuxième question est, pour lui, le conférencier, est-ce que le système stratégique du chaos, pour lui, est bon ou mauvais? Si c'est bon, pourquoi? Et si c'est mauvais, pourquoi? Je commence par la première question en ce qui concerne la stratégie du chaos. En fait, quand on parle de stratégie du chaos, il y a certains spécialistes occidentaux, en ce qui concerne notre cas, qui essayent de créer des désordres, et ces désordres qui vont créer les chaos font à ce que le peuple concerné perde les repères. Quand vous perdez les repères, ceux qui ont monté cette stratégie viennent avec vous imposer des solutions. Donc, ce sont des méthodes qui sont toutefois utilisées dans le monde occidental, surtout par ce que je peux appeler les capitalistes, qui veulent toujours mettre la main sur les richesses. Donc, nous ne sommes pas les seuls à connaître cette stratégie du chaos. Regardez ce qui se passe dans le monde arabe. Dans le monde arabe aujourd'hui, l'Occident a mis en place cette méthode pour créer la confusion et les désordres au sein des pays arabes. Et l'objectif poursuivi, après cette stratégie du chaos,
c'est redessiner la carte du monde arabe. Donc, ce sont des stratégies bien conçues, bien fignolées, avec des objectifs clairs. Arriver à redessiner la carte du monde arabe, et dans notre cas, arriver aussi à redessiner la carte du Congo en implosant, en faisant imploser le Congo. Donc je préfère passer par les exemples pour que les gens comprennent beaucoup plus facilement. Est-ce que c'est bon ou bien c'est mauvais? C'est bon pour ceux qui ont conçu, c'est mauvais pour nous, parce que ça nous apporte beaucoup plus de malheur, ça nous apporte des morts. Donc ce n'est pas pour les biens des Congolais et du Congo. La question sur les changements de la Constitution, si elle peut aboutir aussi à la balkanisation. C'est vrai, il y a risque. Imaginez-vous aujourd'hui qu'on change la Constitution, que les pays prennent feu. D'ailleurs, l'État n'existe presque pas. Et il y a des troupes rwandaises, ougandaises, qui sont sur notre territoire. Et si à Kinshasa demain, le pays prend feu à cause de la révision constitutionnelle, ceux qui avaient le projet de la balkanisation en coulisses vont sortir en disant, mais regardez, le pays est devenu ingouvernable. Que faire? On crée 5 États. Donc, si aujourd'hui, ceux qui se disent politiciens sont conscients, sont lucides, ils n'ont pas intérêt à revoir la Constitution, parce que la Constitution va aboutir au chaos. Et quand il y a chaos, les stratèges vont penser à proposer à la communauté internationale le projet de la balkanisation. Donc, c'est aux Congolais de faire beaucoup d'efforts, de faire attention pour ne pas tomber dans les pièges. L'autre élève m'a parlé de la solution beaucoup plus politique, alors qu'on n'a pas donné la solution économique. C'est vrai, vous savez, dans notre cas, le problème est beaucoup plus politique et économique. Dès que la politique marche correctement, je pense que la politique et l'économie vont suivre. Parce que si la politique ne marche pas, si on négocie très mal les contrats par des politiciens qui signent n'importe quoi, il ne faut pas espérer. Donc le problème politique pour nous, ce n'est pas économique. Les jours où on aura des dirigeants comme M. Laurent Désiré Kabila, comme Lumumba, je pense que ces jours-là, nous pouvons discuter correctement avec les milieux mafieux internationaux, avec d'autres grandes puissances. Mais tant que le leadership est très faible et des élites congolaises qui ont été à l'école moderne, qui ont été formatées par cette image néocoloniale, qui ne reproduisent que ce que les autres pensent, il ne faut pas espérer que les choses pourront marcher. Donc il nous faut des dirigeants patriotes, compétents, lucides, qui ont le sens de l'histoire et qui savent faire, qui ont des projets pour l'avenir de ces pays. Et pour cela, il faudrait que tous les Congolais se mobilisent pour que demain, en 2016, quand il y aura élection, que vous devez choisir vos propres dirigeants, en commençant par les députés. Vous devez vous battre pour ça. Quand vous aurez vos députés au Parlement, je pense que beaucoup de contrats léonais passeront difficilement. Mais tant que vous avez des députés tels qu'ils sont là, qui ne cherchent qu'à manger et dormir, il n'y aura pas d'espoir. Donc le problème est beaucoup plus politique et économique. Nous commençons par des solutions politiques, avoir des gens compétents, et ces gens vont concevoir une bonne politique économique pour les pays, et ils vont négocier avec ceux qui nous font la guerre. Est-ce que le gouvernement est... Vous dites? Oui. Je pense qu'aujourd'hui, tout ministre,
les présidents, les premiers ministres, tout le monde est conscient de la menace de la balkanisation. Mais nous sommes en face d'une puissance, d'une machine capitaliste très puissante. Si on a tué Mzee Kabila, c'est parce qu'il a eu le courage de lever la tête, il a parlé clairement, il a refusé de signer tous les accords qui pouvaient facilement faire à ce que le Rwanda ait la même mise sur le Kivu. Mzee a dit non. Il a payé de sa vie. Ceux qui sont au pouvoir, ça c'est un point de vue. J'ai l'impression qu'ils ont l'autre technique, ce que j'appelle un peu la méthode du silence. On ne parle pas, mais on agit. Parce que personne aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir, s'ils veulent entrer en confrontation avec ces multinationales, vous aurez des cadavres dans la rue ici. Donc ils utilisent d'autres méthodes. Ils ne parlent pas, aucune déclaration, mais ils travaillent. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est les résultats. On laissera l'histoire faire son travail pour savoir est-ce qu'il avait pris une bonne direction ou bien une mauvaise. Mais de l'autre côté, il faut aussi que vous soyez très conscients que depuis que l'AFDEL est entré ici, nous sommes infiltrés à travers les brassages, les mixages, à travers toutes les négociations, avec la complicité du monde occidental. Donc, ceux qui arrivent au pouvoir, on peut dire la faute aux Congolais, pas nécessairement. Et tant que ces gens qui nous ont infiltrés sont encore présents, il est difficile que les Congolais parlent ouvertement. Il est difficile de trouver une solution. Mais la solution est possible quand il y aura l'élection en 2016. Là, il faut que le peuple se prenne en charge. La liberté a un prix. Vous ne serez jamais libre si vous ne vous battez pas. Vous devez être les plus grands résistants. Refuser la domination. Vous devez avoir ce que Lumumba disait toujours, l'essence de la liberté. La liberté, on ne viendra pas vous donner. Je prends toujours l'exemple de Lumumba. Peut-être on ne l'avait pas appris à l'école. Lumumba avait une très belle femme. Lumumba avait une voiture. Lumumba avait une maison sur le boulevard. Et ça y est encore là. Lumumba était un petit évolué. Il avait des moyens. Il pouvait dire non, je préfère vivre à n'importe quel prix. L'essentiel, que j'ai ma voiture, que j'ai ma maison, que j'ai ma femme. Lumumba s'est sacrifié. Il est mort. Rien ne peut se faire sans sacrifice. Il faut que vous ayez ça dans votre tête. Vous voulez devenir grand, il faut des sacrifices. Je pense que tout est construction, ça viendra avec le temps, quand vous prendrez de l'âge, quand vous aurez accès à l'information, quand vous aurez accès à l'histoire. Vous comprendrez beaucoup de choses. Je ne sais pas si on vous parle de Simon Kimbangu ici, chez vous à la maison. C'est le plus grand prisonnier du monde. On ne parle pas de Kimbangu. C'est plus que Mandela. Pourquoi il est mort? Pour la liberté. Donc vous devez savoir, vous devez apprendre à mourir pour la liberté. Et refuser toute domination étrangère. C'est comme ça qu'on peut reconstruire un Congo fort, un Congo puissant. Monsieur l'orateur, je vous ai toujours suivi à travers votre télévision, la Télé 7, qui malheureusement a été fermée, je pense. Alors, ça fonctionne, mais maintenant c'est au niveau de satellite. Bien. Alors, il y a un élève qui a posé la question ici, que vous avez peut-être par omission involontaire. L'élève avait posé la question de savoir, dans cet effort que vous faites, le gouvernement vous aide-t-il? Lorsque moi je me rappelle qu'à un moment donné, quand cette conférence passait dans votre télévision, nous avons vu le signal brusquement interrompu. Est-ce que le gouvernement vous aide à cela pour cette conférence? Croyez-vous qu'il y a vraiment une prise de conscience de la part de nos politiciens? Parce que parmi les solutions que vous avez proposées, je pense, il y a le fédéralisme. Ce qui est consacré dans notre Constitution. Mais il y a des rétentions. De deux, le comportement même de l'intellectuel et du politicien ne prépare-t-il pas les lits de la balkanisation? Parce que pour aujourd'hui, moi, en tout cas, un observateur avisé, en tout cas pour moi, la balkanisation est déjà proche. Et je peux dire qu'il est déjà là.
Peut-être. Alors, ma question, elle est à savoir de savoir pourquoi, du côté de l'intellectuel, ou même de peut-être la basse classe, je ne sais pas, n'y a-t-il pas prise de conscience? C'est ce que moi je semble voir, qu'il n'y a pas prise de conscience. Dans ce que vous faites, êtes-vous appuyé par des autres grands, comme des éminents professeurs d'université par exemple? De deux, vous avez parlé de le programme. Notre programme scolaire ne fait même pas, il fait fi de cela. Et rien n'est donné comme base pour une structure mentale de nos enfants. Pour une bonne structure mentale, pour lutter, même pour l'avenir à ce vent de balkanisation. Est-ce que vous ne pouvez pas associer les ministres de l'Éducation? J'ai dit, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Je commence par les appuis. La chance qu'on a est qu'on côtoie tout le monde, et le peuple et les dirigeants. On a des amis partout. Quand on se parle, ils nous disent clairement qu'ils sont au courant. Ils ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas. Si ces gens étaient contre ce que nous faisons aujourd'hui, je serais arrêté. Jamais on m'arrête. Mais les dangers ne viennent pas des Congolais. Les dangers viennent de l'extérieur, de ceux qui pensent que le Congo leur appartient, qui peuvent exploiter le Congo comme ils veulent. De là vient la menace. Pas du gouvernement, pas des Congolais, même pas du pouvoir. Il y a des ministres avec qui, quand nous parlons, sont clairs. Mais les soutiens, je ne pense pas qu'il faut attendre un soutien financier. Du fait qu'on me laisse parler librement, c'est capital. Je suis un homme libre. Partout où je passe, je parle librement. Prise de conscience, oui. Le peuple congolais est conscient. Vous savez, on a toujours tendance à dire que ces gens n'ont pas beaucoup étudié, ils ne comprennent rien. Non. Le peuple a le bon sens. Le peuple sait où se trouvent ses intérêts. Mais le drame, c'est d'avoir des élites, je dirais un peu, des mercenaires, des gens qui sont au pouvoir, que ce soit intellectuel ou bien politique, qui travaillent pour les intérêts des autres. Et ce qui est grave, sont ces mêmes personnes, c'est des intellectuels, qui sont des amis, des ennemis du Congo. Et quand on organise des conférences, ils sont les premiers à vous faire des menaces, à vous décourager, des Congolais. Et quand vous sortez les livres, vous leur dites, ça vient même des Occidentaux, ils disent non, c'est pas vrai. Parce que dans telle ambassade, on lui a dit, c'est que Moulumba raconte, c'est une aventure. Mais comme on est aliéné, on croit. Nous, on a eu la chance d'étudier avec ces gens. J'étais le seul noir en classe. Je vois mal quelqu'un qui était derrière moi quand on étudiait venir ici me donner des ordres. Je préfère être libre. Donc il faudrait cette dimension des choses qu'on doit donner à nos enfants, cette liberté de ne pas accepter n'importe quoi. Quand vous avez raison, il faut argumenter. Quand vous n'avez pas d'argument, vous vous taisez. C'est ce qu'on doit apprendre à ces enfants ici. D'être fiers, d'être libres. La liberté a un prix. Vous avez des images. Les images de nos amis occidentaux qui vivent à Kinshasa, au Congo. Des paternalistes qui essayent un peu, quand vous les critiquez, qui n'acceptent pas la critique. Vous avez une autre image de l'extérieur. Moi, j'étais en Amérique, je viens de vous dire, j'ai fait 21 jours. La première chose qu'on nous a demandé, c'est d'être libre. Parler librement. On a besoin de connaître qu'est-ce que les Congolais pensent. Mais si tu parles librement ici, les amis qui estiment qu'ils doivent exploiter le Congo vous traitent d'extrémistes. Et quand on commence à dire que vous êtes extrémiste, vous commencez à trembler. Ah non, non, tu es extrémiste, on ne peut pas te fréquenter. Il faut s'en foutre. Quand on a
la liberté. Quand on est à la recherche de la vérité, il faut la dire et ne pas avoir peur de la mort. De toute façon, ceux qui pensent même vous tuer, ils vont réfléchir des fois. Quand c'est vrai, c'est ce que vous dites. Mais il ne faut pas tomber dans les mensonges. Parce que très souvent ici, la plupart des journalistes ou bien d'autres gens qui ont des problèmes, c'est parce qu'ils jouent par les francs jeux. Il faut jouer carte sur table. Vous n'êtes pas d'accord, vous le dites ouvertement. Mais il ne faut pas le dire, le lendemain, tu vas toucher l'argent la nuit. Demain matin, vous avez des problèmes. C'est ça le fond du problème avec nos intellectuels qui, pour la plupart, vous le verrez à la télévision, dire le contraire de la vérité. Parce qu'il a touché l'argent, parce qu'il veut faire plaisir à tel ambassadeur qui l'appelle, mais on t'a vu là-bas, pourquoi tu as parlé comme ça? Donc il faudrait qu'on puisse libérer l'imaginaire du Congolais, donner la fierté. Tous ces gens que vous voyez ici, des aventuriers occidentaux qui racontent leur vie ici, chez eux, ils ne peuvent pas le faire. Hein? Mais ils le font chez nous parce qu'on les laisse faire. Donc c'est d'apprendre, ne pas accepter n'importe quoi, qu'ils soient américains, qu'ils soient chinois, qu'ils soient indiens, qu'ils soient pakistanais, n'importe qui. D'abord le Congo et d'abord la liberté. Ça, c'est à nous de faire un travail pour construire notre monde, le monde que nous voulons. Donc nous sommes responsables en partie de ce qui nous arrive. Donc il faut se libérer. Vous avez dit avec raison que nous, peuples, devons nous prendre en charge. J'adhère complètement à cette idée. J'estime cependant que nul combat, en réalité, ne peut porter si la superstructure de l'État ne s'implique. Or, me semble-t-il, l'État congolais s'est complaît à alimenter la polémique sur la légitimité, continue à imaginer des stratégies pour le maintien au pouvoir, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Tout à l'heure, une question a été posée par un élève, j'ai beaucoup aimé cette question. Est-ce que la tentative d'amender de changer la Constitution ne peut pas être le détonateur pour cette balkanisation? Mais l'agent de cette tentative, c'est qui ici? Ce n'est l'État, c'est l'État congolais. Je voudrais m'inscrire en faux quand vous dites que nos dirigeants agissent dans le silence. C'est ça leur stratégie de guerre, des combats. Moi, je pense plutôt que c'est un exemple. L'infiltration, vous en avez parlé, un de nos services, hein, l'armée, les services de sécurité, tout ça, la police, c'est le fait de l'État. Donc, quelque part, l'État congolais n'est pas en train de mener des actions qui favorisent l'unité du pays. Au contraire, j'imagine qu'ils sont en train plutôt de favoriser cette balkanisation. Ce n'est pas votre point de vue? Oui, professeur, vous avez raison. Ce ne sont pas tout le monde qui est au pouvoir qui joue ce jeu pour aboutir à la balkanisation. Il y en a qui sont conscients de la menace. Il y a quelque temps, quand M23 négociait avec notre gouvernement à Kampala, Madame Robinson, c'est Mary Robinson, envoyée spéciale de l'ONU, a amené un document à nos négociateurs pour qu'ils signent, pour qu'on confie là où se trouve M23 la gestion. Je ne sais pas si vous avez suivi la déclaration de François Mwamba. Je pense sur RFI ou bien Radio Okapi. C'était passé inaperçu. Mwamba a dit on ne va pas accepter de signer ces documents. Même si on veut négocier pendant 10 ans, on les fera. Ça signifie quoi?
Il y a de fortes pressions sur nos dirigeants. Mais ils ne sont pas forts. Ils ne sont pas forts face à cette menace. Et si aujourd'hui vous voyez un peu, c'est parce que dès qu'on est informé, le lendemain, nous écrivons sur notre journal. Et quand les autres sages maintenant se rendent compte qu'on a dévoilé l'information, ils reculent. J'ai eu la chance de voyager avec Mboussa Nyamwis pendant 2 semaines à travers toute l'Afrique centrale. Vous savez, il faut être quelquefois, je dirais un peu humble. Quand on est en dehors du pouvoir, la critique est très facile. Quand vous y entrez, il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Moi, je conseille beaucoup de journalistes politiques d'être en contact avec les décideurs. Il y a des fois, ils nous disent des choses qu'on n'écrit pas. Parce que quand on parle, on comprend facilement. On dit, si aujourd'hui, beaucoup de gens disent que c'est l'État congolais qui est à la base de la balkanisation, il y a des infiltrés, c'est vrai. Mais la menace vient de l'étranger. Tous les gens qui viennent ici en disant on vient négocier pour vous, ils viennent avec des agendas. Vous avez ceux qui sont pour les Français, pour les Américains, pour les multinationales britanniques. Chacun vient pour ses propres intérêts. Mais comme nous avons en face un pouvoir, pour la plupart très faible, on impose. Il n'y a que la population, la presse, l'opinion, qui peut barrer la route à ça, en se mobilisant. Si l'opinion ne demande pas de compte à ses dirigeants, on va les imposer. Donc c'est à nous de nous prendre en charge. Donc c'est comme ça que moi j'essaie un peu de relativiser. C'est vrai, il y a des complices, il y a des mercenaires, c'est vrai, il y a des patriotes qui tiennent face à cette machine capitaliste qui veut nous broyer. Donc pour que ces patriotes tiennent encore, il faut que le peuple soit mobilisé à tout moment. Je pense que le jour où nos amis occidentaux, au moins ceux qui soutiennent la balkanisation, verront 10 millions de Congolais dans la rue ici, cette guerre va terminer. Ils vont changer de discours. L'Occident ne comprend que les rapports de force. Et nous devons intégrer ça dans notre manière de voir les choses. Nous pensons que tout le monde nous aime. Non. Chacun qui vient ici, Chinois, Américains, tout étranger qui vient ici, c'est pour ses intérêts. Nous devons apprendre à défendre nos propres intérêts. Pas en faisant du bruit à la télévision, en s'organisant sur le terrain. Il suffit de demander un mot d'ordre, tout le monde dans la rue. Je pense que nous sommes à peu près 15 millions à Kinshasa. Dès qu'on mobilise 1 million de gens, même les gens qui sont au pouvoir auront peur. La liberté a un prix. On ne viendrait pas nous libérer. Quelquefois, j'ai ri quand les gens disent oh, la brigade des Tanzaniens, là, intervention, est venue pour nous. Non, ils sont venus pour leurs propres intérêts. Qui viendra mourir pour vous? Donc un Tanzanien il vient ici, il meurt. Non, c'est pour sauver le Congolais. Vous êtes des fous, quoi. Ils viennent pour leurs propres intérêts. Et très souvent, ils sous-traitent les intérêts du monde occidental. Donc c'est à nous de savoir mourir pour nos propres intérêts, mourir pour notre liberté. Donc il ne faut pas attendre des miracles. Au regard de tout ce dont vous nous avez parlé, pourrions-nous savoir le vrai sens du mot balkanisation? Ma deuxième question est la suivante. Vous nous aviez parlé ou demandé de connaître nos propres philosophes. Mais comment parvenir à les connaître en dehors de nos propres recherches sur le plan enseignement? Parce qu'ici au Congo, on ne nous enseigne pas ça. Bon, ma question est celle-ci. Par rapport aux solutions que vous nous avez proposées pour lutter contre la balkanisation de la RDC de nos États africains, vous nous avez dit que les Africains, nous devons être solidaires, nous devons créer un État fédéral pour nous maintenir et pour lutter contre la balkanisation. C'est pourquoi j'aimerais savoir, on nous dit que nous devons nous battre pour notre continent africain, pour nos États africains. Mais nous savons bien que pour nous consolider, il nous faut qu'il y ait un leader qui sera là pour lutter et nous devons le soutenir. Mais ce que nous ne comprenons pas, comment y arriver, comment y parvenir pendant que les grandes puissances nous font défaut
Et après, vous verrez que vous allez toujours terminer comme notre héros de la nationale émérite Patrice Lumumba. Dès qu'il a parlé pour la balkanisation de la RDC, et il a voulu lutter pour ça, et après un certain temps, on l'a tué. Maintenant, comment y parvenir, comment y arriver au bout, à maintenir nos États, ne pas les balkaniser, mais tout en étant en sécurité, tout en étant fiers de ce qu'on veut faire jusqu'à la fin, sans avoir de problème sur de grandes puissances. C'est ma question. Merci pour la parole d'abord. Ma question est la suivante, monsieur. Le projet de la création de l'État fédéral de l'Afrique, n'est-ce pas une utopie, c'est-à-dire un projet dont la réalisation est impossible? Sinon, pour combien d'États cela, pour combien de temps cela peut se concrétiser? En tout cas, ça donne de l'espoir de voir que ce sont des filles qui parlent ainsi. Donc c'est vous qui allez donner l'éducation à nos enfants. Donc on peut espérer que ce pays va s'en sortir. Oui, la définition du mot balkanisation. Balkanisation, le concept, ça vient du mot Balkan. Balkan, c'est une région en Europe centrale où il y avait des grands empires qui géraient. Quand la guerre a commencé, ces empires ont implosé. C'est comme ça qu'au lieu de dire par exemple des intégrations, implosion, on parle de balkanisation. En fait, il n'y a pas de différence entre désintégration et balkanisation. Donc, une unité qui implose, une unité qui se désintègre en plusieurs petits pays, en plusieurs morceaux. C'est ça un peu la définition que je peux donner. Concernant les philosophes, concernant les philosophes, je pense que ça c'est le travail de vos professeurs, le travail de l'enseignement. Moi j'ai toujours dit qu'il faudrait qu'il y ait un état de lieu, donc les états généraux de l'éducation de notre pays. C'est capital. On ne peut construire une société avec un système éducatif malade. Aujourd'hui, les gens sortent docteurs, licenciés. D'abord, les contenus de leurs cours, c'est quoi? Et puis, est-ce qu'ils ont maîtrisé? La langue française qu'on utilise pour étudier, bien pour lire, on ne la maîtrise pas. Il y a un problème. Donc ça, c'est un problème politique. Voilà pourquoi notre situation ici exige des hommes politiques lucides qui ont une vision à long terme pour une nouvelle société, qui vont mettre la main sur l'éducation. Définir quelle société pour nous, comment on va former nos enfants. Mais jusqu'à présent, nous avons hérité de la colonisation de ce système éducatif que Mobutu a essayé un peu de retoucher. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il y a des fois, quand on demande aux étudiants, aux élèves de 6e de l'humanité de faire une lettre en français, mais moi j'ai mon fils qui a terminé ici, qui étudie au Maroc. Je suis arrivé, il m'a remis, il est à l'université, il m'a remis une lettre en français, mais j'étais malade. Moi, je ne pourrais pas prendre mon fils, le mettre à la maison pour l'enseigner. Il n'y a qu'un État qui peut mettre en place un système éducatif efficace pour que tous les enfants aient accès à l'éducation, à une bonne formation. Et puis, vous n'allez pas apprendre des choses étrangères. Vous n'allez pas apprendre l'histoire de Napoléon. On doit vous donner l'histoire de Lumumba. L'histoire des résistants congolais que vous ne connaissez pas. Les Bampendé qui ont dit non à la colonisation. L'histoire de l'esclavage que ce pays a connu. 40 millions de morts que vous ne connaissez pas. Et tout est fait à dessein pour que vous n'ayez pas de repères. Ça, c'est un travail des hommes politiques, un travail des intellectuels. Il ne faut pas attendre que la Belgique vienne vous donner des cahiers ici. Ils viennent revoir votre système d'enseignement. Ça n'a pas de sens. C'est là où on sent l'irresponsabilité de nos élites. Des élites aliénées. On ne doit pas reproduire le système éducatif occidental chez nous. Nous devons concevoir notre système éducatif qui doit aider notre peuple, qui doit répondre aux besoins de la société.
Et ça demande des philosophes qui vont penser la société, pas des philosophes qui reproduisent les pensées des autres. Vous voyez quelqu'un qui dit, mais moi je suis philosophe, il maîtrise Kant. Il veut te raconter l'histoire de Kant, sa philosophie. Mais dès qu'il vient à Kingasani ici, on ne connaît même pas qu'il est philosophe. Je vous ai parlé de Mabika Kalanda ici. Regardez le livre qu'il faut lire. Je pense que la formation intellectuelle, il n'y a pas seulement que l'école. Vous pouvez vous former vous-même en fréquentant la bibliothèque. Aujourd'hui, vous avez une chance extraordinaire. Internet. Si vous voulez savoir ce que c'est le Lumumba, vous partez sur l'Internet, Google, vous mettez le Lumumba, vous avez tout. Vous lisez. Il ne faut pas attendre que les professeurs vous donnent ça. Il faut vous former vous-même. Qu'attendre toujours que l'enseignant vienne vous donner. C'est le système un peu, je dirais, un peu colonial belge. En Amérique, tout comme en Angleterre, on n'étudie pas comme ça. C'est toujours des recherches. Au lieu que l'enseignant vous donne le cours, on vous demande d'aller dans la bibliothèque, faire des résumés, faire des recherches sur un sujet donné. Et puis à la fin, vous avez le diplôme. Mais ici, on a le système de perroquets, on reproduit. Dès que les cours terminent, on oublie tout. Donc nous devons revoir notre système d'enseignement. L'autre question sur le leadership. C'est complexe, très complexe. Nous avons un problème très sérieux d'un leadership. Quand on dit leadership ici, il ne faut pas voir les politiques. Il faut un leadership à tous les niveaux. Au niveau religieux, au niveau intellectuel, au niveau politique, au niveau économique. On ne voit pas les Congolais émerger. C'est ça notre difficulté aujourd'hui. On n'a pas de leaders d'opinion qui peuvent tenir quand il y a un problème. On n'a pas de leaders aujourd'hui. D'ailleurs, on parle actuellement de la Constitution. La confusion est totale. Dans des pays sérieux, où les gens sont bien formés, quand il y a un tel problème technique, on fait appel aux spécialistes en constitution qui viennent expliquer, donner l'éclairage. Chez nous, ce n'est pas le cas. Tout celui qui devrait donner l'éclairage devient menteur. D'où la confusion. N'importe qui se réveille le matin, il est devenu constitutionnaliste et commence à parler. Non, ça ne passe pas comme ça. Et c'est là où moi j'accuse les médias. On ne doit pas donner la parole à n'importe qui. Il faut un choix. Il faut une sélection. Un politicien qui ne maîtrise pas l'économie, il vient vous parler de l'économie. Ça ne marche pas. Donc, c'est un travail à faire. Je pense que nous avons passé une période très difficile. Avec cette guerre, on a perdu des repères. Il n'y a plus de valeurs de référence. Il n'y a plus de modèles. Donc, il faut penser à reconstruire de nouveaux modèles. Et ça demande un travail beaucoup plus des intellectuels qui doivent produire une nouvelle pensée. Et cette pensée fera ce que les politiciens viennent se ressourcer. Parce que les politiciens n'ont pas le temps de réfléchir. Les politiciens passent à l'action, ils prennent des décisions. L'intellectuel est là pour réfléchir et orienter, éclairer l'opinion. Donc le problème de leadership, c'est un problème réel. Et tant qu'on n'est pas organisé pour produire nos propres leaders à tous les niveaux, il n'y a pas d'avenir. Donc l'école, l'enseignement, l'université doivent faire un grand effort pour produire des intellectuels. Les églises aussi, parce que c'est eux qui gardent un peu presque la morale. Il faudrait que les églises aussi se prennent en charge, s'organisent, que les prêtres ou bien les pasteurs ne deviennent pas des commerçants et des stars. Donc c'est un travail à tout. Donc, nous sommes une société en crise. Il ne faut pas les condamner. Je pense que nous devons travailler pour nous en sortir. Balkanisation. Non, l'État fédéral africain, Éthiopie. Vous savez, dernièrement, on était avec l'ambassadeur chinois et français dans une fête un peu nationale d'une ambassade d'un État européen. On discutait avec eux. J'ai parlé du cas de l'État fédéral africain. Personne n'y croit. Mais cet État n'a pas commencé aujourd'hui. Donc c'est le concept de l'État fédéral africain. Vous avez Kwame Nkrumah qui a publié un ouvrage. L'Afrique doit s'unir.
Cheikh Anta Diop, qui a beaucoup travaillé sur l'État fédéral africain, ou bien le panafricanisme. Donc, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité, mais ça prendra du temps. Nous sommes dans un monde aujourd'hui de grands ensembles. Toutes les civilisations, tous les pays, ou bien tous les continents qui ne s'organisent pas, vont subir. J'ai toujours pris l'exemple d'un pays, je prends la Guinée équatoriale. La population, on part de 500 000 habitants. Ils ont un chef d'État, ils ont un gouvernement. Le président guinéen, il part en Chine. Il rencontre Xi Jinping, qui est à la tête de 1,4 milliard d'habitants. Qu'est-ce que vous représentez? Même pas un village. Mais si nous nous mettons ensemble, la population de 2 milliards de personnes, donc toute l'Afrique. Là, quand nous partons discuter avec Xi Jinping, donc le président de l'État fédéral, donc pour l'Afrique, on va discuter avec les Chinois, nous sommes au même pied d'égalité. L'autre élément, je prends l'exemple de Kadhafi. Vous savez pourquoi Kadhafi a été battu? On a pris, c'est la France, l'Amérique, la Grande-Bretagne, presque toute l'Europe, contre Kadhafi. Kadhafi a été assassiné. Or, Kadhafi avec une armée très forte. Mais imaginez-vous s'il y avait l'État fédéral africain, si on avait une armée forte, vous pensez que les Européens pouvaient venir faire des ordres ici, en Libye? Ils allaient réfléchir 2 fois. Donc on a intérêt à nous mettre ensemble pour peser dans un monde en pleine imitation, où des grands ensembles vont peser demain. Ce n'est pas vous sortirez ici, je suis président du Congo. Combien d'habitants? 80 000 habitants. Qu'est-ce que tu représentes par rapport à Obama, qui est à la tête de 400 millions d'habitants? Rien du tout. Mais sur le plan politique, économique, militaire, tu ne vois rien. Mais si nous nous mettons ensemble, avec 2 milliards de gens, avec une armée forte, une politique étrangère unique, je pense que d'autres vont essayer de nous respecter. Mais regardez un peu. Là, l'histoire devient une nécessité. Oui. Il faut vous poser des questions. Pourquoi on a fait l'esclavage, la traite négrière et la colonisation? Pourquoi on a été battu? Des choses. On était en retard sur le plan scientifique. Les autres ont amené des armes à feu. Nous, on avait encore des flèches. On a été battus. Deuxième chose, on avait des petites entités politiques. Rem Congo d'un côté, vous avez Luba, l'autre à travers l'Afrique. Et comme on était dispersés, ça a eu l'occasion aux autres, avec les armées, de venir nous battre. Donc, nous devons tirer les leçons de l'histoire pour que l'histoire ne se répète pas. Et comment le faire? Il n'y a que l'État fédéral africain qui peut nous sauver. Pas nos petits États comme on les pense aujourd'hui. Le président de l'unité pédagogique culture générale qui va clôturer. Donc, professeur Ngwala, après professeur Badibanga pour le mot de la clôture. Bien, merci beaucoup. Monsieur Freddy, je suis tellement flatté, ça je vous le dis sincèrement. Je vous ai suivi maintes fois à la télé, mais cette fois-ci c'est de visu comme on dit. Merci beaucoup. Moi je pense que d'abord Monsieur Félicien Ngwala, professeur d'histoire, je suis historien de formation. Alors le problème est le suivant, ce que Monsieur Freddy a fait, moi j'ai lu, j'ai relu, j'ai lu aussi, je continue à lire. C'est ce que moi j'ai appelé une mise au point ici. Il est en train de réveiller les consciences qui sont encore endormies. Pourquoi il y a des consciences qui sont endormies parmi nous les Congolais? On s'est dit conscient, mais on continue à dormir encore sur ces désoleries. Une fois de plus, M. Freddy, merci une fois de plus, c'est une mise au point, ce n'est pas une préoccupation. J'ai lu Mouzé avant qu'il puisse mourir. J'ai eu le plaisir de lire Mouzé dans son livre intitulé « Les livres verts de Mouzé, ma révolution ». Et il a signé, noir sur blanc, il a dit « Je ne trahirai jamais le Congo ». Et c'est ce que Mouzé a fait. Et moi, je pense que M. Freddy l'a si bien dit. Nous qui sommes Congolais, responsables, nous sommes en train de faire ce que nous appelons ici la sensibilisation. Nous réveillons la conscience des Congolais. Nous ne sommes pas politiciens, loin de là.
mais nous sommes en train de réveiller la conscience pour que nous, Congolais, puissions nous prendre en charge pour qu'un jour, cette balkanisation ne puisse pas arriver. Et le professeur qui me suit là-bas en différé, je pense qu'il a déjà parlé. Le Congo est déjà balkanisé. Même si on ne veut pas le parler, le Congo est déjà balkanisé. Pourquoi? Parce que les FDLR qui occupent notre pays sont là, les Ougandais sont là, mais on ne le sent pas parce que ce n'est pas politisé. Mais ils sont là. Quand on dit balkanisation, je suis historien, je comprends ce que c'est. Et pour terminer, je voudrais tout simplement dire, vous qui êtes ici la génération consciente, et je pense que vous avez la chance, le professeur, l'orateur du jour l'a si bien dit, la génération consciente doit se battre. Et moi j'ai toujours dit, même si on n'a pas d'armes, la conscience que nous appelons la voix intérieure, cette conscience-là ne pourra jamais s'ébranler si vraiment on se prenait en charge. Et j'ai toujours pris l'exemple de la Palestine, je souligne la Palestine. Au moment où nous parlons, certains États européens sont en train de reconnaître la Palestine. Je ne veux pas aller dans la polémique politicienne, mais vous avez compris ce que le peuple palestinien en fait. Et je pense que nous, Congolais, nous avons le devoir de le faire pour que cette balkanisation n'arrive jamais dans notre Congo et que nous chantons dans notre hymne national que nous devons protéger pour toujours. Merci une fois de plus. Merci beaucoup. Au nom du préfet, chef d'établissement, au nom de l'unité pédagogique culture générale, au nom de l'orateur, nous vous remercions pour avoir été là et avoir participé à ce grand débat. Ce n'est qu'une étincelle qu'on a allumée dans les consciences de chacun d'entre nous. Je le dis souvent à mes élèves de 6e que l'on n'aime pas le Congo parce qu'on ne le connaît pas. Les étrangers qui connaissent le Congo s'acharnent sur le Congo. Mais nous-mêmes, Congolais, nous ne le connaissons pas. Mais de telles conférences nous aident à connaître le Congo et à mieux l'aimer et surtout à mieux le protéger. C'est une série de conférences que nous avons commencées et nous pensons que vous serez là toujours pour pouvoir acquérir quelque chose de nouveau qui va permettre à ce que vous soyez des responsables compétents et des responsables qui pourront défendre ce beau et grand pays. Nous vous remercions. Merci beaucoup, monsieur l'orateur, pour cette étincelle que vous avez allumée dans nos consciences. Merci beaucoup et à la prochaine fois.